Quelque part sous le musée égyptien du Caire, se cachent des salles que la plupart des visiteurs n'atteignent jamais. Des salles où les défunts reposent depuis 3-0 ans, leur visage intact, leurs cheveux encore visibles, leurs traits si bien conservés qu'on pourrait les reconnaître entre mille. Pendant plus d'un siècle, les érudits ont débattu de l'identité de ces personnes, de leur origine et de la signification de leur visage. Ces débats, souvent houleux et politisés, se fondaient presque exclusivement sur ce que tout le monde pouvait voir. Personne ne songeait à s'interroger sur les explications biologiques. Quand ils ont finalement procédé aux analyses, la réponse a surpris tout le monde. Les plus anciennes momies d'Égypte ne correspondent à aucune population vivante sur Terre, ni aux Égyptiens modernes, ni aux Africains subsahariens, ni à aucun groupe que les bases de données génétiques actuelles permettent d'identifier avec précision. L'analyse ADN ne confirmait aucune théorie existante. Elle a révélé quelque chose de plus étrange et de bien plus troublant. Les momies n'avaient pas besoin d'ADN pour laisser une empreinte. C'était là tout le problème. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau de Yuya en 195, ils ont découvert un homme mort depuis 3-0 ans, dont les traits étaient encore bien visibles. Pas un lange, pas un squelette, mais un visage. Ses cheveux blonds, presque jaunes, se détachaient encore sur le linceul. Son nez, proéminent et droit, n'avait pas été érodé par le temps. Ses traits étaient si bien conservés que les photographies prises lors des fouilles ressemblent moins à des documents archéologiques qu'à des portraits. Yuya était un noble, père de la reine Tyr et beau-père du pharaon Amon-Hotep III. Il était sans conteste au cœur du pouvoir dans l'Égypte antique, et son apparence était à 1000 lieues de l'image populaire dominante de cette civilisation. Son épouse Tuya fut enterrée à ses côtés. Son état de conservation était tout aussi remarquable. Le processus d'immolation avait préservé ses traits pendant 3 millénaires. Elle était la grand-mère d'Akhenaton et l'arrière-grand-mère de Toutankhamon, deux des figures les plus célèbres de l'Antiquité. Sa lignée s'étendait jusqu'au cœur du Nouvel Empire. Son visage était resté intact. Et puis, il y avait Taï elle-même, l'une des reines les plus puissantes qu'ait jamais connue l'Égypte. Grande épouse royale d'Amon-Hotep, mère d'Akhenaton et grand-mère du jeune roi, son tombeau allait devenir la plus célèbre découverte archéologique de l'histoire. Sa momie révélait une femme d'une beauté saisissante, dont les tresses ont alimenté pendant des décennies le débat parmi les égyptologues quant à ses origines, son ascendance et ce que son rôle prépondérant à la cour impliquait réellement concernant la composition ethnique de la classe dirigeante égyptienne. Ramsès le Grand complexifia encore la situation. Troisièmement, le pharaon de la 19e dynastie, considéré par la plupart des historiens comme le souverain le plus puissant de ce qui était déjà la période la plus faste de l'histoire égyptienne. Sa momie, exhumée et examinée à plusieurs reprises au cours du 20e siècle, présentait des cheveux roux, un visage long et étroit, et des traits physiques qui soulevaient invariablement la même question gênante, à laquelle aucun chercheur reconnu ne souhaitait vraiment répondre de front. Cette question n'était pas nouvelle. Elle hantait l'archéologie égyptienne depuis que les momies étaient accessibles. L'art égyptien avait toujours mis en évidence une nette distinction visuelle entre les Égyptiens et les populations nubiennes du Sud. Les artefacts en témoignaient clairement. Les objets exposés dans les musées représentaient des prisonniers aux cheveux frisés et aux pommettes saillantes, un style visuel spécifique employé par les artistes égyptiens pour symboliser l'altérité. Les Égyptiens ne se représentaient pas ainsi, ils se représentaient différemment. Pendant un siècle, ces preuves visuelles ont côtoyé les preuves matérielles des momies elles-mêmes, engendrant des débats bien plus passionnés qu'éclairants. Les débats étaient couleux. Ils étaient souvent à connotation politique. Ils reposaient sur ce que l'on voyait et ce que l'on voulait voir, deux choses rarement identiques. Or, pour des raisons qui paraissent aujourd'hui presque incompréhensibles, personne n'avait procédé au séquençage de l'ADN. Les momies avaient été exhumées, photographiées, analysées, exposées, sujettes à controverse et décrites dans des milliers d'articles scientifiques. Leurs visages avaient été reconstitués. Leurs maladies avaient été diagnostiquées. Leurs liens de parenté avaient été retracés grâce aux archives historiques. Et pourtant, pendant des décennies, personne n'avait vérifié leur profil génétique. L'échec n'est pas dû à la paresse.
Il est important de le préciser d'emblée. La recherche sur l'ADN ancien a toujours été freinée par un problème fondamental, sans lien avec l'ambition scientifique mais entièrement lié à la chimie. Le matériel génétique se dégrade. Cette dégradation est accélérée par la chaleur, l'humidité, les rayons ultraviolets, les bactéries et le simple passage du temps, en dehors des conditions de conservation idéales. L'ADN ancien se conserve le mieux dans des environnements froids, secs et stables. Le pergélisol sibérien, les grottes calcaires d'Europe du Nord et les sépultures de haute altitude des Andes. Ce sont ces environnements qui ont permis les premières avancées majeures de la recherche sur l'ADN ancien. L'Égypte semblait être tout le contraire. Le raisonnement était logique. Les températures diurnes en Égypte dépassent régulièrement des seuils extrêmes. La vallée du Nil n'est pas le Sahara, mais ce n'est pas non plus la Sibérie. L'humidité fluctue. Les tombes elles-mêmes, bien que scellées, n'ont pas bénéficié d'un contrôle climatique durant les 3 ans d'occupation, de pillage, de fouilles et de manipulation. Les généticiens ont examiné des momies égyptiennes et ont fait le même calcul que pour les restes sahariens. La matière serait trop dégradée et le risque de contamination trop élevé. Chaque personne ayant touché ces momies depuis leur excavation il y a 1 siècle a potentiellement laissé son propre ADN superposé à celui qui restait de l'original. Séparer les signaux anciens du bruit moderne a longtemps semblé pratiquement impossible. Un second problème, propre à l'Égypte, aggravait encore la question de la contamination. Depuis leur découverte, les momies n'étaient pas restées intactes et scellées. Elles avaient été déplacées, examinées, parfois déballées, manipulées par des chercheurs, exposées dans des musées et soumises à des décennies d'études menées sans jamais viser l'extraction d'ADN ancien. En 1905, personne ne portait de gants ni ne pensait au séquençage génomique. Ils faisaient de la science à leur disposition. De ce fait, lorsque les généticiens commencèrent à envisager sérieusement les momies égyptiennes comme sujet d'études viables, les échantillons étaient déjà contaminés depuis 1 siècle. La recherche s'orienta donc vers d'autres pistes. L'Europe accumula des centaines de génomes anciens. Le Proche-Orient a commencé à constituer un corpus de données considérable. L'ADN ancien prélevé sur les terres d'Asie centrale a bouleversé notre compréhension des migrations indo-européennes. La science progressait rapidement, produisant des résultats qui remettaient en question les manuels scolaires en temps réel. L'Égypte, quant à elle, restait un mystère. Ce n'est pas faute de données. Les questions relatives aux origines de l'Égypte antique figuraient parmi les plus débattues de toute l'archéologie. La demande de réponses génétiques était immense, mais vouloir des données et pouvoir les obtenir de manière fiable sont 2 choses bien différentes. Et pendant des décennies, les obstacles techniques ont persisté. Ce qui a finalement changé, c'est la méthodologie. Des chercheurs de l'Institut Max Planck. Ils ont mis au point des procédés de dépistage capables de distinguer l'ADN ancien authentique de la contamination moderne avec une précision inégalée par les approches précédentes. Ils ont identifié les tissus et les restes momifiés les plus susceptibles d'avoir protégé le matériel génétique de la dégradation. Les os, les dents, les structures les plus denses du corps, les moins exposées aux intrusions bactériennes et aux agressions environnementales. Les chercheurs ont appliqué ces méthodes aux momies de Buser Elm, un site au sud du Caire, recelant des vestiges couvrant près de 2 ans d'histoire égyptienne. Et cette fois, l'ADN était présent. L'étude, publiée dans Nature Communications en mai 2017, représentait un travail considérable. Les restes de 90 momies, couvrant un 400 ans d'histoire égyptienne, du Nouvel Empire, environ 1380 avant Jésus-Christ, à l'époque romaine, 426 après Jésus-Christ, ont été collectés sur un seul site archéologique à Abu Sir Elek. Outre le matériel génétique lui-même, ces restes ont fourni aux chercheurs un élément inestimable, la continuité. Il ne s'agissait pas d'échantillons prélevés dans des lieux dispersés à travers un vaste pays. Ils représentaient une population cohérente, issue d'un même lieu et ayant vécu sur une très longue période. Ce point est crucial pour comprendre non seulement qui étaient ces personnes, mais aussi si leur identité a évolué. L'équipe de l'Institut Max Planck, dirigée par le paléogénéticien Johannes Krauss, a extrait l'ADN mitochondrial des 90 momies.
Cet ADN, transmis de la mère à l'enfant, permet de retracer les lignées maternelles sur plusieurs générations. À partir de 90 échantillons, ils ont obtenu 90 points de données sur l'ascendance maternelle, ce qui constitue un ensemble de données substantielles selon toutes les normes en matière de génomique ancienne. Pour 3 des momies, les conditions étaient suffisamment favorables pour permettre également la récupération de l'ADN nucléaire. L'ADN nucléaire est hérité des 2 parents et fournit le type d'analyse détaillée à l'échelle de la population que les données mitochondriales seules ne peuvent fournir. Le contrôle de contamination a été exhaustif. Chaque fragment a été analysé afin de détecter des signatures de dommages chimiques qui s'accumulent dans l'ADN, véritablement ancien au fil des millénaires. L'ADN moderne ne porte pas ces signatures, contrairement à l'ADN ancien. C'est l'un des moyens les plus fiables de distinguer un signal ancien authentique du bruit laissé par tous les chercheurs ayant manipulé les échantillons au cours du siècle écoulé. L'équipe a appliqué cette méthode avec rigueur. Seuls les résultats ayant passé le contrôle étaient fiables. Leurs conclusions ont été immédiates et frappantes. Les anciens Égyptiens d'Abousier el-May ne partageaient pratiquement aucun ADN avec les populations modernes d'Afrique subsaharienne. La distance génétique entre les momies et les populations du sud du Sahara était considérable et constante dans l'ensemble des données. Il ne s'agissait pas d'une observation marginale, à la limite de la signification statistique, mais d'une tendance claire observée sur un 400 ans d'histoire archéologique à partir de restes provenant du même site. Leurs plus proches parents génétiques étaient en réalité d'anciens agriculteurs du Levant, région qui comprend aujourd'hui Israël, la Jordanie et les territoires environnants. Ces populations étaient liées à l'expansion agricole néolithique qui s'était propagée vers l'ouest à travers le monde antique des milliers d'années, avant même la naissance des momies du Nouvel Empire. Les momies étaient également étroitement apparentées aux anciennes populations anatoliennes et aux Européens néolithiques, d'une manière que les Égyptiens modernes ne partagent tout simplement pas. Ce dernier point mérite qu'on s'y attarde. Les momies étaient plus proches des anciens Européens et Anatoliens que des Égyptiens d'aujourd'hui. Les Égyptiens modernes possèdent environ 8% d'ascendance subsaharienne de plus que les anciennes momies. Les chercheurs ont identifié cet apport génétique comme étant plus récent, probablement survenu il y a environ 700 ans, bien après la période représentée par les momies. Un changement s'est donc opéré dans la composition génétique de la population égyptienne au cours du Moyen Âge. La population antique et la population moderne ne sont pas identiques. L'Égypte qui a bâti les pyramides et qui a vu naître Ramsès, Akhenaton et Toutankhamon était génétiquement différente de l'Égypte d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une affirmation politique, mais d'un constat empirique. Le lien génétique avec les anciens Levants ne surgit pas de nulle part. Comprendre pourquoi les anciens Égyptiens étaient génétiquement plus proches des anciens agriculteurs levantins exige de remonter bien plus loin que les momies elles-mêmes. Bien plus loin à une période antérieure à l'Égypte, avant les pharaons, avant les dynasties, avant l'émergence du premier royaume unifié le long du Nil vers 3100 avant Jésus-Christ, jusqu'aux populations qui vivaient déjà dans la région à cette époque. Le chalcolithique, parfois appelé l'âge du cuivre, se situe entre l'âge de pierre et l'âge du bronze. Au Levant, cette période a engendré un phénomène remarquable, documenté par l'archéologie, mais jamais pleinement expliqué par la génétique. Une population spécifique, cohérente et culturellement distincte, occupant la région et ayant laissé une empreinte archéologique énorme, mais dont les origines sont restées floues jusqu'à récemment. En 2017, année de l'étude des momies égyptiennes, une équipe internationale de chercheurs a cartographié le génome d'ossements provenant d'un vaste complexe funéraire près de Peki-Ian, dans le nord d'Israël. Ces ossements, appartenant à 22 individus issus d'une nécropole contenant les restes d'environ 600 personnes, ont révélé une signature génétique unique, différente de celle observée chez les populations antérieures et postérieures de la même région. Ces individus descendent à environ 57% de groupes néolithiques, lévites locaux, et à 26% de populations néolithiques anatoliennes. 17% des individus étaient issus de groupes chalolithiques iraniens. Cette combinaison était inédite. Elle n'avait jamais existé auparavant et ne se serait pas maintenue inchangée par la suite. Elle présentait également une caractéristique absente chez les populations lévites antérieures: yeux bleus, peau claire,
marqueurs génétiques de pigmentation claire apparaissant dans des restes squelettiques provenant d'une région qui n'est généralement pas associée à ces caractéristiques dans l'imaginaire collectif. La communauté de PQIN présentait des caractéristiques génétiques récessives qui ont surpris les chercheurs précisément parce qu'elles étaient inattendues dans ce contexte géographique. Cette population n'a pas perduré. La combinaison génétique spécifique documentée à Pekin disparaît des archives, mais l'ascendance qu'elle représentait n'a pas totalement disparu. Elle s'est dispersée. Elle a migré. Elle a contribué au patrimoine génétique des populations d'une vaste région à une époque où les migrations humaines à travers le Proche-Orient ancien étaient importantes et soutenues. Le lien avec l'Égypte antique apparaît plus clairement lorsqu'on compare l'ascendance levantine, telle qu'elle ressort des données sur les momies, aux connaissances actuelles sur les migrations des populations du Chalcolithique. Les anciens Égyptiens n'étaient pas simplement apparentés aux populations présentes au Levant à un moment donné. Ils étaient liés au substrat ancestral plus profond de cette région. L'héritage génétique accumulé des populations qui ont migré et s'installé dans l'ancien Proche-Orient pendant des milliers d'années avant le début de la période dynastique est complexe. La question de l'identité des anciens Égyptiens est loin d'être simple et ne se résume pas à un point d'origine unique ni à une seule migration. L'histoire des populations ne se réduit jamais à cela. Cependant, un constat s'impose. Les bâtisseurs de l'Égypte antique possédaient une ascendance qui les rapprochait davantage des anciens agriculteurs du Levant, des populations néolithiques anatoliennes et de l'héritage génétique plus vaste de l'ancien Proche-Orient que de toute population d'Afrique subsaharienne. La géographie des origines des anciens Égyptiens était orientée vers le nord-est et non vers le sud. L'ADN l'a confirmé. L'Égypte n'est pas un cas isolé, c'est ce qui change tout. Face à une découverte comme les données du génome de l'Égypte antique, on a tendance à la traiter comme une histoire spécifique à un lieu précis, à la classer dans la catégorie Égypte, à mettre à jour le chapitre correspondant et à passer à autre chose avec une version légèrement révisée de l'histoire que tout le monde pensait déjà connaître. Cette réaction est erronée car le schéma auquel appartiennent les données égyptiennes n'est pas régional. Il est global et se manifeste sur tous les continents où l'ADN ancien permet de remonter suffisamment loin dans le temps. En 2003, un abri sous roche du sud-ouest de la Libye a livré les restes de 2 femmes, enveloppées dans des nattes tissées. Décédées depuis 7-0 ans, elles avaient été conservées par un heureux hasard géologique dans une chambre de dessiccation naturelle que le désert environnant aurait dû rendre impossible. Il a fallu 20 ans et 3 équipes de recherche différentes pour en extraire des données exploitables. Lorsqu'une analyse génomique complète a finalement été publiée en avril 2005, les résultats ont confirmé la logique des données égyptiennes, qui étaient alors bien plus avancées. Les 2 femmes ne présentaient aucune ascendance subsaharienne. Aucun. Dans une région que le modèle classique plaçait au centre d'un pont génétique entre le nord et le sud, ces 2 femmes ne présentaient aucun lien détectable avec les populations subsahariennes. Elles appartenaient en réalité à une lignée jamais documentée, ni chez aucun être humain vivant, ni dans aucun génome ancien retrouvé sur Terre. Une population fantôme, isolée en Afrique du Nord pendant 50 ans, culturellement enracinée dans le monde qui l'entourait mais génétiquement coupée de celui-ci. Le Sahara vert avait bel et bien existé. Les lacs, les rivières et les prairies avaient bien existé. Les échanges culturels avaient indéniablement eu lieu. Et les populations de part et d'autre ne s'étaient pas mélangées. La culture a voyagé. Les gènes, non. Les Amériques ont livré une version de cette même histoire à une échelle différente. En 2016, le généticien Bastien Lamas a séquencé les génomes mitochondriaux de 92 momies et squelettes précolombiens découverts en Amérique du Sud et au Mexique. Ces restes dataient de 500 à 800 ans. Son équipe a identifié 84 lignées maternelles distinctes, représentant toute la diversité génétique des Amériques anciennes avant le contact avec les Européens. Aucune de ces lignées n'existe aujourd'hui chez aucun être humain vivant. 24 lignées distinctes, toutes éteintes. La diversité accumulée pendant des dizaines de milliers d'années n'a pas été réduite par le contact avec les Européens, elle a été effacée. Puis, en 2025, sont apparus les premiers génomes anciens jamais récupérés en Colombie. 21 individus originaires de l'Altiplano de Bogota.
7 des plus âgés appartiennent à une population qui n'est répertoriée nulle part ailleurs. Leur ADN ne correspondait à aucun groupe ancien connu des Amériques, ni à aucune population moderne sur Terre. Il y a 2 ans, ils avaient complètement disparu, remplacés par un groupe génétiquement distinct. Un échange de population total, sans descendance. 3 continents, des échelles de temps différentes, des causes différentes, le même résultat. Des populations ayant vécu pendant des millénaires, cohérentes et culturellement distinctes, ont disparu sans laisser de traces génétiques chez leurs descendants. Les anciens Égyptiens s'inscrivent dans ce schéma. Une population dont l'identité génétique est sans équivalent actuel, dont les plus proches parents vivants sont éloignés, dilués, transformés par des siècles de migration et de métissage. Les survivants ont façonné l'histoire. Les populations disparues, elles, n'ont pas eu cette chance. Il est essentiel d'interpréter ces données avec honnêteté. Cela implique d'exposer clairement ce qu'elles révèlent et tout aussi clairement ce qu'elles ne révèlent pas. L'étude de 2017 sur les communications naturelles était rigoureuse. Sa méthodologie était solide. L'équipe de l'Institut Max Planck a appliqué un système de dépistage de la contamination suffisamment sophistiqué pour distinguer les signaux anciens authentiques des interférences modernes avec une fiabilité inégalée par les approches précédentes. Les résultats ont été validés par un comité de lecture dans l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. Ce point est incontestable, mais une méthodologie rigoureuse appliquée à un ensemble de données limitées reste un ensemble de données limitées. Et ces limitations sont bien réelles et ont leur importance. 90 momies, cela paraît considérable. En termes de génomique ancienne, c'est un échantillon raisonnable. Mais ces 90 momies proviennent toutes d'un seul et même site. Abusier-Elmsey était une ville située dans une région d'un pays qui s'étendait sur 1000 km le long du Nil. Quant à savoir si le profil génétique qui y est documenté représente fidèlement toute la diversité de la population de l'Égypte antique, sur l'ensemble de son aire géographique et temporelle, les données elles-mêmes ne peuvent répondre à cette question. L'Égypte n'était pas une communauté unique. C'était une civilisation s'étendant sur des millénaires et des milliers de kilomètres carrés. Le séquençage de 2 ou 3 génomes nucléaires complets provenant d'un même lieu et d'une même période constitue un début, et non une conclusion. L'objection géographique va plus loin. La Haute et la Basse Égypte ont connu des histoires, des pressions démographiques et des interactions avec les régions environnantes distinctes. Le delta, au nord, était ouvert sur le monde méditerranéen, tandis que la Basse Égypte, au sud, était limitrophe de la Nubie. Un échantillon de population provenant d'un site proche du Caire actuel nous renseigne sur les caractéristiques de ce lieu. Il ne permet cependant pas de généraliser à l'ensemble de la civilisation égyptienne antique, qu'il s'agisse de Voleur, de Memphis, d'Éléphantine ou de l'un des nombreux autres centres de cette civilisation. Se pose également la question de la période historique. Les momies d'Abu-Zeyer-Elk datent du Nouvel Empire à l'époque romaine, soit un 400 ans d'histoire. Mais l'Égypte antique en tant que civilisation cohérente s'étendait sur 2 ans avant la plus ancienne momie répertoriée. On peut citer la période pré-dynastique, la période dynastique archaïque et l'Ancien Empire, période durant laquelle furent construites les pyramides de Gizeh. Rien de tout cela n'est encore représenté dans les archives génétiques. On ignore actuellement si la population ayant construit la Grande Pyramide possédait la même signature génétique que les momies du Nouvel Empire d'Abusier-El-Emsi. Les bases de données comparatives modernes présentent leurs propres limites. Les séquences anciennes sont comparées à celles des populations actuelles afin d'identifier les plus proches parents vivants. Mais ces bases de données sont incomplètes. L'échantillonnage des populations modernes en Afrique du Nord, au Levant et dans l'ensemble du Proche-Orient ancien demeure inégal. Des populations qui n'existent plus en tant que communautés distinctes pourraient avoir conservé des signatures génétiques dont l'inclusion modifierait le tableau. L'absence de correspondance dans une base de données ne signifie pas l'absence de correspondance dans la réalité. Le principal constat, en revanche, est incontestable. Les anciens Égyptiens n'étaient pas génétiquement liés aux Égyptiens modernes. Quelque chose a changé. La population vivant aujourd'hui le long du Nil possède une ascendance subsaharienne bien plus importante que les momies.
Ce changement est réel et s'est produit après la période représentée par les momies. Ses causes, sa rapidité et ses conséquences pour les populations de l'époque restent des questions ouvertes. Les données ont ouvert la voie sans pour autant la franchir. Revenons aux momies du musée égyptien. Ils n'étaient pas les symboles d'un débat. C'étaient des personnes, des agriculteurs, des administrateurs, des reines, des souverains, des membres d'une civilisation qui a perduré bien au-delà de ce que l'histoire humaine peut aisément contenir en une seule pensée. Ils ignoraient que leur ADN contredirait un jour tout ce que le monde moderne supposait à leur sujet. Ils ignoraient qu'ils deviendraient des pièces à conviction dans une controverse qui n'avait pas encore commencé. La science qui a permis leur découverte n'est pas achevée. Elle ne fait que commencer. L'ancien empire reste inexploré. La période prédynastique demeure presque entièrement obscure. Des siècles entiers de l'histoire égyptienne restent inexplorés génétiquement. Chaque lacune recèle désormais un mystère potentiel. Les momies attendent depuis 3-0 ans. Les questions que soulève l'ADN ne trouveront pas de réponse rapidement. Mais ce sont les bonnes questions. Nous commençons à peine à apprendre comment les poser.